Ça va, s'il vous plaît. Donc bonjour à toutes et à tous. Enfin, c'est moi, pour ceux qui ne m'avaient pas encore croisé. Donc même si je ne suis pas très à l'aise dans ces situations, notamment celle des grands discours, il était quand même temps de pouvoir renouer avec la vie classique et pouvoir se présenter de vive voix au plus grand nombre. Donc bienvenue à toutes les Carroyennes et les Carroyens présents. Bienvenue à monsieur le député conseiller régional Paul Molac, qui devrait arriver parce qu'on est plusieurs communes à faire les deux en même temps, donc il tourne. Au président de la communauté de communes d'où sa communauté, Jean-Luc Bléaire, aux maires, adjoints et conseillers municipaux représentant les différentes communes voisines. Bienvenue aux représentants des institutions et administrations, des associations, mais aussi à tous les acteurs du monde professionnel. Je tiens également à remercier mes collègues du conseil municipal d'être à mes côtés pour vous accueillir. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel communal toujours présent et qui fait en sorte d'assurer la réussite de nos différentes manifestations comme celle-ci. Je tiens donc, avec l'ensemble des élus de la commune, ainsi que les agents municipaux, à vous souhaiter à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2023, tant sur le plan personnel que dans vos différents projets et ou objectifs, et surtout le tout en excellente santé. Afin de ne pas vous les souhaiter seuls, je vais inviter les membres du conseil à me rejoindre, ils n'étaient pas prévenus. Pour ceux qui sont présents, et les laisser se présenter, ils vont vous dire qui ils sont, de quel secteur de la commune et dans quelle commission ils exercent dans de nombreux tableaux. Voilà. Bon, c'est pas le même gabarit. Bonjour, donc Eric Boutan, je suis l'adjoint chargé au social, au scolaire et à la communication. Et voilà, donc on travaille sur un certain nombre de sujets. Au niveau scolaire, on a travaillé avec des commissions donc, scolaires municipales, et on a aussi des commissions extra-municipales. On a travaillé sur le changement de prestataire au niveau de la cantine, entre autres. Au niveau social, c'est pareil. Il y a un CCAS qui marche bien, qui tourne bien, et voilà. Donc je voudrais les remercier, et j'en profite pour remercier tout le monde. Et puis au niveau communication, on a pas mal de choses à faire. On va avoir pas mal d'événements cette année. Ça va être une année riche. Et voilà, donc, il y a du travail, mais c'est très intéressant. Où est-ce que tu te caches, dans une rue où il y a, enfin, rue des Bruyères, il y a, voilà, c'est une des deux rues de Carreau. Voilà, et meilleurs vœux à tout le monde. Bonjour à tous, ou en tout cas à ceux que je n'ai pas vus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Huguette Collino, née Codic, je suis à Carreau depuis que je suis née. Vous m'avez rencontré beaucoup autour des terrains des sports depuis très longtemps, depuis le siècle dernier. Et je suis adjointe à la vie associative, la vie sportive, culturelle et au cadre de vie. Donc on travaille avec ma commission, c'est-à-dire Cécile, Marianique, Monique, Laurence et Bertrand, aux animations que l'on vous propose, à savoir la matinée citoyenne qui permet d'entretenir le cadre de vie. Il y en a 2 par an. Je vous donne rendez-vous à ces 2 matinées qui ne sont que quelques heures pour vous sur une année, mais qui apportent beaucoup au cadre de vie et au bien vivre ensemble à Carreau. Il y aura également la fête de la Bretagne et également qu'est-ce qu'on fait encore ? La fête de la musique et les marchés de Noël. Voilà, pour moi, si vous voulez me rencontrer, vous savez où me trouver, au terrain des sports ou à la mairie. Et dans le bourg. Alors évidemment, je suis toujours à Carreau, dans le bourg, rue des Bruyères. Bonjour à tous, Jacques Bonneau. Donc, je suis à Carreau, non pas depuis ma naissance, mais ça va faire bientôt 40 ans, donc ça compte un peu. Je suis adjoint aux travaux, voirie et environnement. Inutile de vous dire que ça représente un domaine relativement large. J'ai l'occasion de circuler pas mal sur la commune, et pas que dans le bourg. Voilà. Voilà,
voilà, je suis relativement présent à la mairie, bon, essentiellement le mardi après-midi, le vendredi après-midi, ça, il n'y a pas de souci, le samedi matin, et assez souvent en semaine, autrement dans les jours qui restent. Voilà. Donc si vous voulez me trouver, vous savez où c'est. Donc j'habite où? Ah. J'habite à la Farodais, donc on est presque, je suis à la limite d'Augan, pour ceux qui savent, là-bas, voilà. Donc assez loin, mais c'est bien. Voilà. Donc à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023, avec tout ce que ça comporte de bien et de bonheur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bertrand Koudik, j'habite au Beauclos, c'est un village à 500 mètres au nord du bourg, donc je suis dans la commission travaux avec Jacques et la commission animation avec Huguette. Et je souhaite mes meilleurs vœux. C'est cheval. Bonjour à tous, Cécile de Fontaine. Donc je vous présente également mes meilleurs vœux. Donc moi je fais partie effectivement de la commission association avec Huguette et l'association pour tout ce qui est scolarité et sociale avec Eric. Et moi je suis Ochentor, donc c'est l'entreprise, hein, c'est pas, j'habite pas ici, mais j'ai l'entreprise Ochentor. Ah. Bonjour, Marianne Dubois, donc deuxième mandat, et j'habite Ramboan. Je suis dans la commission CCAS, cadre de vie et communication. Donc meilleurs vœux à tous et voilà. Bonjour, Tétio Laurence, j'habite à la Nouette. Je suis dans la commission à Huguette et à Eric, et c'est mon deuxième mandat. Je suis conseillère. Bonjour, Monique Rio, donc je suis du Bourg, à Carreau depuis 36 ans, deuxième mandat. Je fais partie des commissions du Guette et des communications avec Eric. Ouais. Bonjour, je suis Myriam Davalo-Malinge, j'habite à Trévigon et je suis dans la commission avec Eric Social et Communication. Voilà, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci, on peut les applaudir. Oui, bien sûr, il y a Stéphane Maillard qui s'excuse, donc qui n'a pas pu être présent. Donc ce rendez-vous particulier est un moment privilégié de vous informer des quelques actions et des projets de la commune dans une salle que nous arrivons encore à chauffer. Et à l'issue d'un verre de l'amitié sera servi, accompagné de quelques gourmandises gratuites, ce qui permettra peut-être de se remonter le moral par les temps qui courent. Ceci sans augmenter la part des impôts communaux. Donc pour commencer ce point de situation, eh bien le monde ne s'arrête pas qu'à Carreau, et cette année a été quelque peu chamboulée tout autour de nous. C'est aussi pour ça qu'il m'est difficile d'utiliser le terme « bonne année », tant les événements passés peuvent être tristes. La guerre en Ukraine, la canicule et sa sécheresse, mais aussi la baisse des dotations des collectivités, l'explosion des dépenses contraintes, la pénurie énergétique, ou encore la désertification médicale, puisque malgré la construction d'équipements, il reste toujours aussi difficile pour les communes alentours de trouver des professionnels pour s'y installer, alors qu'ils ont pourtant été construits. Donc si vous connaissez du monde qui veut s'installer sur le secteur, pensez-y. Ce n'est pas dans ce contexte que j'aurais envisagé de prononcer mon premier discours des vœux après bientôt 3 ans de mise en place, un mandat qui n'aura débuté comme aucun autre auparavant, et pour répondre quelque peu à un président qui ne l'a jamais connu, même en vrai temps de guerre, je ne pense pas que nos anciens aient été autant contraints. Ce sont 2 années très compliquées, jusqu'à devoir subir de lourdes privations de liberté, mettant entre autres un coup d'arrêt important à nos différentes associations. Cela interpelle aujourd'hui sur notre démocratie et le pouvoir vertical tel qu'il est pratiqué par Paris, sans prise en considération des spécificités des territoires et encore moins de notre façon de vivre chez nous, au pays, en Bretagne. Donc je découvre encore tous les jours l'ardeur de la tâche et le temps à y consacrer. Mais c'est un plein engagement que de s'investir pour l'intérêt général, pour conserver nos spécificités qui font ce que nous sommes, ainsi que l'héritage que nos anciens nous ont légué. Sachez que nous avons vraiment à cœur, avec mes collègues conseillers municipaux, aidés quotidiennement par les agents communaux,
de réussir la tâche qui nous a été confiée, c'est-à-dire de gérer les affaires communales et essayer de valoriser le vivre ensemble. Et pour ce faire, nous appliquons une méthode assez simple, nous l'espérons en tout cas, le bon sens. Un célèbre industriel, Auguste de Teuf, pourtant polytechnicien et fondateur d'une grande entreprise appelée Alstom, résumait ainsi le bon sens. Logique sans bon sens, une catastrophe. De là l'échec de beaucoup de polytechniciens. Je vous laisse... On peut étendre, je pense. Vous le savez sûrement, mais de plus en plus, à l'échelle locale, on ne décline que ce que nous impose aujourd'hui l'échelon central, souvent nommé État. L'État, sous effet d'annonce, de pseudo-volonté de décentralisation, n'a jamais autant tenu les cordons de la bourse et se désengage toujours plus, imposant aux collectivités de faire mieux, mais avec encore moins. La liste est longue, et d'autres avant moi ont dressé l'inventaire à la Prévert de ces désengagements. Il suffit d'observer les mouvements actuels au sein des hôpitaux. Ce qui est sûr, c'est que sans les dotations qui s'amenuisent, il deviendra difficile de pouvoir envisager de grands projets sans recourir à l'impôt. Néanmoins, la situation de la commune reste saine, puisque nous avons réussi à dégager l'an dernier un excédent de fonctionnement de 165 000 €, et donc un résultat d'exercice cumulé de 390 000 €. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc normalement, c'est le même document qui vous a été fourni dans le bulletin municipal cet été. Oui, c'est le compte administratif. Donc voilà, donc les charges, vous pouvez voir que les charges courantes de fonctionnement sont quasiment les plus importantes. Et au niveau des recettes, ben sans les dotations, aujourd'hui, c'est vraiment très très difficile de fonctionner. En investissement, on n'a pas d'excédent. On est à l'équilibre, mais c'est déjà bien. Heureusement, nous pouvons encore compter donc sur le soutien de la région et du département, qui a renouvelé sa subvention exceptionnelle de 50 000 € et que je remercie, ainsi que celui de la communauté de communes qui vient de mettre en place un fonds de solidarité communautaire sur une base de différents critères, donc qui attribue en fonction des communes 15, 20 ou 35 000 € et qui permet à la commune de percevoir cette année un fonds de 20 000 €. Maintenant, étant soumis toutes les collectivités au même régime, jusque quand allons-nous pouvoir tenir ? Je vous propose quelques photos des décisions prises en 2022, et donc des réalisations, mais aussi des travaux encore à venir. Donc l'achat de matériel donc pour la cantine, donc c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents, mais aussi afin de mettre en place un programme pédagogique et sensibiliser les enfants au gaspillage et à la gestion des déchets. Monsieur le Président. Financé par une subvention de l'État dans un programme cantine, ainsi qu'une fontaine à eau qui est désormais obligatoire dans tous les établissements recevant du public de plus de 300 personnes. Donc, comme la salle va faire à peu près 310 personnes, qui sont là, je crois, en capacité, exactement, ben, on est obligé de mettre une fontaine à eau pour les locations de salles. Le renouvellement de l'éclairage public, donc en 2 phases. Donc ça a été décidé en 2022, mais ça va s'étendre sur 2023 maintenant, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les commandes de matériel ne sont pas simples. Donc c'est fait, c'est acté, mais on attend que les luminaires soient fabriqués. Donc une tranche 1, donc avec 3 mâts et 6 lanternes, donc vraiment cœur de bourg, donc sur la place Joachim-Quéran. Et une tranche 2, donc un petit peu autour, donc 2 mâts et 7 lanternes. Pour la tranche 2, on verra, parce que vous voyez qu'il y a des lanternes sur un bâtiment qui s'appelle le Lion d'Or, encore pour l'instant. Peut-être pas changer les lanternes, suivant ce qu'on décidera d'en faire. La rénovation de l'agence postale. Donc c'est un coût prévisionnel de 100 000 €, subventionné à 80% par l'État, le département et la Poste, soit 20 000 € à la charge de la commune. La Poste devrait mettre en place une borne Aidant Connect, afin d'aider les plus éloignés du numérique d'avoir une possibilité de faire leur démarche simplifiée en complément de France Service, qui existe déjà sur le BC. Donc ce sera une borne où vous pourrez venir vous connecter, notre agent sera formé à vous aider. L'installation de ruches. Donc elles se sont bien implantées. Vous pouvez voir qu'elles ont, à cette période, les pieds dans l'eau. Un des ennemis des ruches, c'est le frelon asiatique. On a une grosse problématique sur la commune. Enfin, je pense que c'est un petit peu partout dans les communes avoisinantes aussi. Donc à cette période-ci où il n'y a plus de feuilles dans les arbres, n'hésitez pas à les signaler si vous pouvez. On verra ce qu'on peut faire. Puisque donc en fait, ça nuit à la prolifération des insectes.
Et donc cette installation n'a rien coûté puisqu'on l'a faite en convention avec un apiculteur de Montneuf. Et donc c'est lui qui vient installer ses ruches, mais donc on espère normalement d'ici l'année prochaine avoir le premier miel de Carreau. Alors, je regarde les têtes un petit peu. L'aménagement du bourg. Il a été décidé l'aménagement d'un chaussée-doux. Alors, moi aussi j'ai appris le mot, je sais pas ce que c'était. On leur a dit qu'on voulait une piste pour que, comme il y a peu de trottoirs dans la commune, on voulait une piste pour pouvoir circuler tous. Donc le monsieur nous a dit que c'était un chaussée-doux. Aujourd'hui c'est le vrai terme. Donc le principe en fait c'est de réduire la voie pour réduire la vitesse. Et donc en fait on va faire la mise en conformité d'une vieille délibération du bourg à 30 km/h qui jusqu'ici n'a pas encore été mise en place. Il faut acheter les panneaux, il faut fabriquer les panneaux. Donc là aussi c'est pareil. Et le fait de mettre en place cette piste à 30 km/h fera qu'on va sécuriser donc, par cet aménagement le chaussée-doux. Donc je tiens aussi à rassurer les agriculteurs. C'est un rétrécissement de la chaussée, mais on fera en compte de prendre la mesure des équipements pour qu'ils puissent continuer à circuler quand même. Et donc cet équipement va représenter un coût de 12 000 € à peu près, puisque en collaboration avec les commerçants du bourg, le commerçant du bourg, il a été décidé de faire une zone prioritaire aux piétons, puisque assez dangereuse, et puis avec quelques habitants aussi qui nous ont fait la remontée. Donc vraiment au cœur de bourg, donc autour de l'église, là où on fait les différentes fêtes ou autres aussi, où ont lieu les marchés. Donc de passer cette zone à 20 km/h, et donc un sens interdit pour descendre devant le central, puisque c'est vraiment assez dangereux. Il a failli y avoir plusieurs accidents, et donc on va remonter devant le central en sens unique. Voilà. Donc ça devrait être ça fait en cours d'année, si l'adjoint aux travaux récupère les panneaux. Ça devrait le faire. Ensuite, de l'acquisition de réserves foncières. Donc, dans le cadre de la préservation des espaces boisés, il a été décidé d'acquérir une parcelle autour de l'étang de Patouillet. De plus, afin de faire de la réserve foncière dans le cadre du projet de révision de carte communale et conserver des possibilités d'extension, 2 parcelles constructibles et actuellement exploitées ont été achetées, ainsi qu'une parcelle derrière la mairie, afin d'envisager peut-être, un jour, la construction d'une nouvelle cantine-garderie et ou petite salle de réception. Donc afin d'acquérir ces parcelles, un emprunt de 150 000 € a été réalisé. Des félicitations aux agents, et notamment aux services techniques. Donc leurs efforts ont été récompensés. Après l'obtention du 3e pétale l'an dernier, la commune a été labellisée cette année zéro phyto. Du fait de l'importance et de l'urgence de la prise en compte de la qualité de nos sols et de la gestion de l'eau, la mise en œuvre de la loi Labbé est entrée en vigueur en janvier 2017. Elle interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse pour l'entretien des espaces verts, forêts, promenades, accessibles au public. Depuis le 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux particuliers qui ne peuvent plus utiliser ni détenir des herbicides, insecticides ou fongicides, anti-mousse et engrais non organiques. Donc je sais que vous avez tous fait le ménage. On n'en trouvera plus parce que c'est acheter et détenir. Et depuis juin 2022, cette proscription s'applique à de nouveaux espaces, propriétés privées à usage d'habitation, hôtels et auberges, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, mais aussi cimetières et équipements sportifs. Donc je tenais à les féliciter parce que tenir la pelouse du stade en bon état, en changeant de méthode, c'est pas quelque chose de simple, ça leur prend du temps. Et j'en signe. Bonjour, Paul. Les projets 2023. Donc sur les projets 2023, l'urgence majeure, c'est le Lion d'Or. Et nous sommes devant une problématique suite à un audit de structure. Ce dernier nous conseille très fortement d'envisager une démolition-reconstruction. Ce n'était pas ce qui était prévu. Et pour faire court, nous pensons sincèrement provoquer rapidement une réunion publique sur le sujet. Nous avons en gros devant nous 2 solutions. Terminer cette réhabilitation, mais se pose le problème de la maison mitoyenne, et le propriétaire actuel a refusé de nous vendre ce bien, puisqu'il met l'ensemble de la propriété à la vente. Des discussions sont entamées,
mais le bien complet serait estimé autour de 150 000 euros. Est-il raisonnable d'investir une somme qui représente quasiment le double de ce qu'a déjà coûté le premier bâtiment? L'autre point de vue étant de se dire que sur une opération de logement à 1 200 000 euros pour 5 logements et une maison des associations, le coût supplémentaire donc, ne représente que 10% de l'investissement total. La dernière réflexion pour réduire les coûts, pourquoi ne pas le consolider et du fait du bien qui sera à vendre sous peu à côté, attendre un promoteur éventuel qui se positionne sur les deux lots et prenne à son compte le projet. La communauté de communes qui a la compétence habitat, il y a peut-être un projet de réhabilitation dans le cadre du PLH. Le second projet, c'est le lancement de la tranche 2. En dessous du lotissement du hameau des Tamaris, nous avons choisi l'architecte et allons programmer rapidement une réunion pour travailler au projet. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés car préserver nos écoles, c'est être en mesure d'avoir un potentiel pour accueillir. C'est aussi le sens de l'acquisition des parcelles au sud du hameau du Prévert, que vous avez vu tout à l'heure. Donc le principe, c'est bien de faire tranche 2, éventuellement tranche 3, pour garder du potentiel constructible. Toujours dans l'habitat, nous finalisons le projet donc des logements du Valais, mais ce dossier a pris un peu de retard car en travaillant avec les architectes, nous avons décidé de rénover dans le même temps les toilettes publiques pour les rendre plus adaptées, notamment avec un accès PMR par le parking. Plus propre aussi. L'idée est bien de proposer des logements sociaux avec des prestations de qualité et des solutions de logement à faible consommation énergétique. Enfin, pour clore le dossier urbanisme, la révision de la carte communale, un sujet qui va être très crispant, puisque nous serons obligés d'intégrer les directives de la loi climat et résilience qui est en train de se finaliser avec ses différents aspects, et comme beaucoup de choses aujourd'hui qui sont imposées par l'État, on ne nous laissera pas forcément maître de notre foncier. Des réunions seront organisées, j'espère que vous serez au rendez-vous, car à travers ces révisions, c'est aussi l'avenir de nos territoires qui se joue. Et puis pour terminer et ouvrir le chapitre qui nous emmène sur nos relations avec la communauté de communes, nous avions déjà comme projet l'an dernier de participer à la fête de la Bretagne. À la sortie du Covid, il n'était pas aisé de se projeter. Cette année, c'est chose faite, et avec l'aide et le soutien de la communauté de communes, mais aussi de la région, nous allons vous proposer un programme que nous sommes en train de finaliser, mais qui s'étend sur la période du 18 au 21 mai, et qui permettra à nos associations locales de pouvoir y trouver toute leur place. On devrait d'ailleurs nous rencontrer incessamment sous peu pour finaliser le programme et voir ça avec eux. Donc l'affiche n'est pas finalisée, hein. On a commencé à mettre les différents partenaires. Mais voici une petite étendue du programme. Concernant l'OBC. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les débuts ont été assez difficiles avec la communauté de communes et ils ne sont pas beaucoup plus simples aujourd'hui. Ce pourquoi, avec les différents élus qui participent aux commissions, nous ne nous sommes pas sentis intégrés et avions décidé d'entamer cette réflexion de savoir si l'avenir de Carreau n'était pas plutôt tourné vers Pleuhermel. En effet, le fait de ne pas avoir de ville-centre au sein de la communauté de communes, telle qu'elle a été imposée, et que deux villes se trouvent à l'extrême est du territoire, provoque un très fort déséquilibre. De plus, le fait de ne pas avoir d'organe décisionnel intégrant tous les maires du territoire, alors que plusieurs représentants d'une même commune peuvent y siéger, n'aide pas à se faire représenter. Ou encore, par exemple, la décision de la mise en place d'un plan mobilité qui valide les choses sans forcément associer les maires des petites communes qui le traversent, puisque absent de l'exécutif et se vote en conseil communautaire. Mais aussi le fait d'une décision qui ne concerne que Malétroit, de ne pas participer au programme Petite Ville de demain, et devrait nous exclure de la nouvelle centralité que sera Serran, et donc de ne pas pouvoir bénéficier des retombées économiques éventuelles, même minimes soient-elles, sont autant de points de désaccord qui provoquent aujourd'hui cette situation. Sans parler des décisions prises sur les déchets, mais je pense que le président vous en touchera un mot. Après avoir rencontré les deux présidents qui ont su préalablement se mettre d'accord, nous sommes contraints de rester au sein de l'OBC, mais surtout, lorsque nous regardons les différents événements climatiques, je crois qu'il y a aujourd'hui des choses plus importantes et surtout plus urgentes à faire pour le bien de notre commune et de ses habitants. Pour autant, vous pouvez compter sur ma volonté et mon tempérament pour continuer de défendre nos intérêts. Donc concernant les changements au sein de l'OBC, les choses se mettent en place. Une carte d'accès aux déchetteries est dorénavant obligatoire. Vous les avez ici. Vous pouvez vous faire connaître pour aller la chercher, mais aussi vous pouvez vous inscrire sur Internet, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et venir chercher votre carte en mairie.
Il y a aussi des maisons France Service. Donc ces maisons sont disponibles sur tout le territoire afin de répondre à vos attentes administratives, et les services de mobilité pour vous y rendre vont être mis en place. Comme je vous disais, c'était la diapo d'avant. La ligne Plélan-Redon est rentrée en activité, mais les autres lignes internes au territoire devraient arriver fin de premier trimestre. Comme annoncé plus haut et afin d'apporter un service adéquat pour les habitants de la commune, je suis entré en contact avec les services de l'OBC pour espérer les faire évoluer et que ces derniers répondent un peu mieux à nos attentes. Monsieur le Président, si vous me permettez d'essayer de les faire évoluer. Essayez. Enfin, pour finir sur une note positive, malgré les petits accros qui arrivent encore, c'est bien la coopération qui permet tout de même de faire avancer les choses. Et donc nous participons avec plaisir aux différentes actions de bon sens de la communauté de communes, puisqu'en début d'année, nous avions organisé la première balade thermique 2022. Et tout récemment, puisque c'était jeudi, nous étions partenaires de l'opération Sapin Zéro Déchet, mais aussi, comme déjà évoqué juste précédemment, la mise en place de la première fête de la Bretagne à Carreau. Pour vous tenir informé de tout ce qui se passe, ou les services disponibles sur l'OBC et les infos utiles, il existe d'ailleurs des applications pour les smartphones, et aussi la lettre aux habitants qui vient d'être distribuée. Donc l'application smartphone, elle est quand même très bien faite, très utile. Il suffit de l'avoir sur son smartphone et vous avez toutes les actualités qui concernent le territoire, donc culturel, information, déchets, j'en passe. Donc n'hésitez pas à la télécharger. En plus, ça va coûter de l'argent. Allez-y maintenant, c'est fait. Je vais enfin passer aux remerciements et mises à l'honneur. Donc une commune et son activité, ce sont aussi les professionnels. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes de la commune qui entreprennent et créent de l'emploi. Elles permettent d'avoir une activité économique sur la commune. Merci pour leur dynamisme, mais aussi merci à nos commerçants qui permettent de conserver des lieux d'échange et de convivialité. Donc j'avais envie de remercier particulièrement Floriane Morin. Elle peut venir. Non, si, il peut venir. Et son salon, qui n'aura pas été aussi éphémère. Merci pour ces années passées dans la commune, les services qu'elle a su proposer. Merci aussi d'avoir à cœur de trouver une repreneuse, parce que ce n'est pas forcément chose facile, et elle l'a fait avant d'officialiser son départ. Nous lui souhaitons une belle reconversion, et donc je vais me permettre de présenter en même temps Chantal Duché, donc qui devrait ouvrir le salon Lundi. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne reconversion. Merci. Vous pouvez les applaudir, oui. La cérémonie des vœux, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des personnes de la commune. Ah oui, pardon, j'avais oublié la slide, donc c'est pour l'ouverture prochaine, en fait, j'ai retrouvé une vieille photo de 2014. Donc voilà. Donc je disais, c'est l'occasion de mettre à l'honneur des personnes de la commune qui ont su mettre en avant leur qualité dans l'accomplissement d'actes exceptionnels. Un discours de vieux bonhomme fait souvent l'adage que les jeunes de nos jours ne font plus beaucoup d'efforts. Pourtant, je vais avoir à cœur de récompenser 2 jeunes de Carreau qui se sont dépassés cette année, au-delà du commun des gens de tout âge. Donc tout d'abord dans le domaine sportif, et pour commencer, par une demoiselle, je vais demander à Enora Tarju de venir me rejoindre. Donc Enora a participé les samedis 4 et dimanche 5 juin 2022 à Orange dans le Vaucluse, au championnat de France en e-sport. Elle est revenue à Carreau avec un titre de championne de France jeune et médaillée de bronze chez les seniors à 15 ans. Un exploit qui mérite grandement d'être souligné, et donc j'ai l'honneur de lui remettre.
escrits handisport. Donc voilà. Dans le même cadre du dépassement de soi, je vais également demander au caporal-chef, caporal, ça va venir. Kevin Lelièvre, 26 ans, pompier volontaire de Malétroit, de venir devant vous. Le 2 novembre dernier, il a sauvé une personne en dehors du cadre classique de ses missions. Pour cet acte exemplaire qui fait honneur à l'engagement et au dévouement permanent des sapeurs-pompiers au service de leurs concitoyens, Kevin Lelièvre mérite lui aussi d'être mis à l'honneur et je tiendrai également à lui remettre la médaille de la commune. Bravo. Alors, c'est un contexte en plus un peu particulier, parce que Kevin, on se l'est rappelé tout à l'heure, c'est la première personne chez qui je suis intervenu en tant qu'élu, puisque le soir des élections, il y avait une très forte pluie à Carreau, et en fait on m'a demandé d'intervenir pour une inondation chez un pompier. Ça s'est bien terminé. Il habite toujours la commune, donc ça va bien se passer. Merci Kevin. Merci à vous. Donc, toujours dans le cadre du sport et du dépassement de soi, je tenais aussi à vous annoncer que nous allons accueillir le championnat départemental de cross sur le site du domaine de Carvalon, donc le dimanche 22 janvier 2023, qui promet de belles courses et une belle bataille, puisque le cross fait son grand retour en milieu naturel. Pour ceux qui connaissent l'activité en général, c'est souvent autour des hippodromes ou autres pour que le public puisse y assister. Là, il y a un parcours qui a été tracé, donc vous pourrez y assister aussi, parce que c'est sur le site du domaine de Carvalon. Mais donc ça va promettre de belles batailles, puisqu'en milieu naturel, je pense que ça va aussi exacerber un petit peu la volonté de gagner. Pour continuer dans les personnes qui se mobilisent, nous aurons aussi très vite le recensement de la population. Donc cela fait déjà 5 ans que la dernière campagne de recensement a eu lieu, et donc du 19 janvier au 18 février 2023, une équipe de 3 agents recenseurs passeront pour vous remettre un formulaire et pour vous aider si besoin à le remplir. Je vais leur demander de venir se présenter avec Anne, que vous connaissez pour beaucoup déjà, mais qui endosse le rôle dans cette campagne de coordinatrice. Oui, vous pouvez venir. Ils ont un petit peu peur parce que j'aurais dit qu'ils feraient une danse. Donc, voilà. Bon, ils sont en photo aussi. Hein. Donc, leur claquez pas la porte au nez. Le recensement, c'est très important. Puisque tout à l'heure, je vous parlais de la baisse de dotation de l'État. La baisse de dotation de l'État, elle est calculée sur le nombre d'habitants. Donc, plus on sera, moins ça baissera. Merci. Donc, les voilà. Alors, vous avez vos secteurs. Ben, vous pouvez... Mon secteur, c'est tout le nord de Carreau. J'ai gros. Oui. Mon secteur, c'est tout le nord de Carreau. Je ne sais pas trop comment délimiter. Je fais limite au Gand, un petit peu limite Pleuhermel presque. Et voilà. Il y en a certains qui m'ont déjà vu, parce que j'ai quand même prévenu que j'avais passé, que j'allais repasser. Et surtout ceux qui ont besoin, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres, ceux que je ne viendrai pas voir en direct, vous allez avoir dans votre boîte aux lettres un petit papier avec de quoi me contacter si jamais on n'arrive pas à se croiser, et n'hésitez pas. C'est pas de la publicité? Non, c'est pas de la pub. Promis. Bonjour, donc Nathalie, moi j'habite Trévéga, comme Kevin d'ailleurs. Donc mon secteur c'est d'ailleurs le village de Trévéga et qui va, c'est plutôt au sud-est on va dire, donc jusqu'au... Il y a plein de villages à Carreau. Oui, mais celui qui a le plus... Le Bézi, pardon, excusez-moi. Je ne maîtrise pas tous les... Il y a tellement de noms de lieux-dits, il faut que je m'y retrouve. Et une partie du lotissement, notamment le lotissement des Tamaris, qui est le dernier, je pense. Voilà. Donc... Bonjour, je suis Michel Lepage de Loison, j'habite à Carreau depuis novembre 2021
Et moi, je fais, on m'a dit, le bas carreau. Ça part à quelques-uns. Merci Michel. Merci à tous. Donc comme je disais, je répète, ne leur fermez pas la porte au nez. C'est des gens gentils et qui viennent pour le recensement. Merci. On peut les applaudir aussi. Enfin, je tenais également à profiter de ce moment des vœux pour présenter les nouveaux agents arrivés l'an dernier dans la commune. Donc une personne que vous avez déjà commencé à voir sur les routes communales et dans les différents lieux communs, puisque Laureline Clémensart est arrivée tout d'abord en CDD. Et du fait de son excellent travail et de son investissement, nous avons décidé de la stagiairiser cette année afin d'être intégrée au sein de l'effectif permanent de la commune l'année prochaine. Enfin, fin d'année, non, début d'année prochaine. Voilà. Donc elle reviendra. Vous aurez pu remarquer le travail qu'ils ont effectué pour ces fêtes de fin d'année, puisque, donc, quoi ? Donc pour remplacer la sobriété des guirlandes, nos deux agents se sont lâchés, ils disent eux-mêmes, avec plein de petits bonhommes que vous avez dû voir dans la commune. Donc l'année prochaine, on fera peut-être un jeu de piste, on verra, pour s'amuser à les retrouver. Donc Laureline, si vous voulez venir... devant tout le monde. Il fait chaud ici ou c'est moi? Bon, elle n'est pas en jaune. D'habitude, elle est en jaune dans la commune. J'ai la capuche, normalement, on ne me reconnaît pas. Bonjour à tous. À toutes. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonheur. Voilà, Laureline Clémensart. Que dire de plus? Je suis pas de Carreau, mais je suis née un peu Hermel et j'ai beaucoup bougé et me revoilà dans le coin et je suis contente de travailler à Carreau. Et ici derrière, je cherche une petite maison à la campagne avec du terrain, donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Et je suis heureuse de travailler ici. Merci, merci Laureline. Le message est passé. Enfin, fraîchement arrivée, Valérie Marie, notre toute nouvelle secrétaire de mairie, qui va dorénavant s'occuper de la gestion du personnel, du suivi des projets, du budget de la commune, des affaires courantes, du conseil aux élus, et qui sait qu'elle peut compter sur Myriam pour magnifiquement l'épauler, mais aussi sur l'implication de tout le personnel de la commune, qui chacun s'investissent. Qu'est-ce qui m'arrive ? Dans leur métier, mais aussi dans les tâches annexes qui ont été nombreuses lors des quelques mois sans personne à son poste. Parce que ça n'a pas été simple. Donc, on espère qu'elle va se plaire. Valérie, vous voulez dire ? Ouais, elle est en photo au travail. Bonjour à tous. Donc moi je ne suis pas du tout de Carreau ni des alentours. Je viens du Val d'Oise. Et en fait je me suis installée ici parce que ma fille habite dans le coin. Donc voilà, je me suis installée ici. Je cherche aussi une petite maison. Voilà, si vous entendez parler. Voilà. Et puis bon, pour l'instant ça se passe très bien. Et puis il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc voilà. Merci. Bon, il va falloir vraiment faire des logements au niveau du Lyonnais. Je tiens donc à remercier chacun des agents, tous postes confondus, donc Anne, Béatrice, Fabrice, Isabelle, Laureline, Myriam, Sandrine et Véronique, pour l'investissement dont ils ont su faire preuve depuis les différents confinements, car aucun d'eux ne s'est arrêté pendant ces périodes compliquées et je vous demande de les applaudir. C'est aussi la preuve de l'implication de chacun et de l'unité qu'il est important d'avoir dans des moments si particuliers et en plein changement d'élu, puisqu'il y a eu quelques années où il y a eu pas mal de petites habitudes qu'il a fallu certainement bouleverser, puisqu'on ne travaille pas tous de la même façon. Donc je sais que ça a été difficile cette année, bon, dans beaucoup de collectivités, puisqu'il y a eu un fort changement, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc je les remercie tous sincèrement. J'ai peut-être fini ? Ouais, je pense. Je vais laisser la parole donc à Paul, président. Tu veux ? Merci.
à tous, monsieur le maire, monsieur le député, mes collègues, les conseillers municipaux, les adjoints de Carreau, je pense aussi à mes collègues d'autres communes, Serran, des filiales, Richac, Saint-Guemard, etc. Peut-être que j'en oublie. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être ici et de pouvoir refaire cette cérémonie des vœux. Dans toutes nos communes, on a dû s'en passer pendant 2 années. Vous dire aussi, Erwan le disait tout à l'heure, que ça a un peu perturbé nos travaux dans la commune, mais aussi à la communauté de communes, parce qu'on travaillait à distance, il y a eu la pandémie, et donc pour une prise de fonction pour les nouveaux élus, c'était compliqué. Et puis c'était compliqué aussi pour prendre connaissance des différents dossiers de la communauté de communes, qui résultait aussi d'une fusion, qui a été aussi un peu compliquée, hein. C'est pas nous qui l'avons imposé. Le secteur de Malais 3 au sens large, avec plus de 15 000 habitants, donc pouvait rester une communauté de communes autonome. Le préfet n'en a pas décidé ainsi, et la CDCI, la commission départementale de coopération intercommunale, non plus. Donc aujourd'hui, nous sommes 49 élus à la communauté de communes, dont 11 et 4, 15, 16 membres du bureau, donc c'est pas toute la totalité. Il y a fait allusion tout à l'heure, Edouard, des maires, parce que je considérais que si tous les maires se réunissaient, c'était plus que la moitié du conseil communautaire, et qu'en fait, le conseil communautaire serait devenu un peu une chambre d'enregistrement. Et je pensais nécessaire j'ai mis ça dans la balance lors de l'élection, et ça a été adopté. Maintenant, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce fonctionnement, on essaie de faire au mieux. Donc 49 élus, et un budget de 55 millions d'euros consolidé, 26 communes, et sur les 26 communes, il y avait 18 maires. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a été un peu compliqué au départ, parce qu'il fallait qu'ils se mettent en connaissance des fonctionnements, et ça n'a pas été facile, et c'est pas facile de travailler à distance. Nous avons aujourd'hui plus de 200 collaborateurs à la communauté de communes. Et puis, on est dans un contexte quand même, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir le recensement ici d'une démographie stable, voire un peu positif au niveau de la communauté de communes. Alors, tu l'as dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas de ville-centre. Je vais revenir sur les questions que tu as évoquées parce que je les ai notées, donc j'y répondrai point par point autant que je puisse y répondre, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir et de tout pouvoir faire, mais c'est vrai que nous, à la différence de la communauté de communes d'à côté, on n'a pas une commune-centre importante, grande. La mienne est la plus grande, 6300 habitants. Et donc on avait décidé de s'appuyer, nous, sur les communes, les chefs-lieux de canton, les 3 ex-chefs-lieux de canton, Malais 3, Lagacy et Guerre, et de dispatcher les services dans ces communes de façon à ce qu'on capte aussi de l'emploi sur le secteur, et que les personnes qui travaillent à la communauté de communes y habitent, par exemple, et qu'on ruisselle aussi dans les communes alentours. Donc c'est vrai que c'est pas la même philosophie que Permel, qui capte tout au détriment des fois des communes alentours. Je pense à la Trinité-Port-Oued, par exemple, qui est totalement désertifiée. Et donc on essaie de faire en sorte, nous, de participer à un bon aménagement du territoire. Donc c'est vrai que la communauté de communes a beaucoup de compétences au service du développement des communes, et au service aussi du bien-être de ses habitants. On a l'avantage, on a des ressources importantes, d'abord humaines, et puis économiques, sociales. On est aussi situé, et tout le monde le dit, à un carrefour stratégique en Bretagne Sud et dans le Morbihan, puisqu'on est desservi par un réseau routier important. Moi, j'ai souhaité aussi qu'on développe un lien de proximité fort avec les élus, en particulier ceux qui ne sont pas conseillers communautaires, et la première vice-présidence est chargée des relations de proximité qu'on va accentuer et qu'on n'a pas pu mettre en œuvre comme on le souhaitait du fait de la pandémie. Je vais parler rapidement un peu des projets. On en a beaucoup qui sont destinés à capter de l'activité sur le territoire, à capter aussi de la population, à maintenir celle qui est, puisqu'il faut que la démographie est importante, autour de 2 axes principaux. Le premier, c'est, moi je suis très attaché au développement économique, puisque le développement économique, c'est de l'activité, c'est de l'emploi, c'est des ressources pour la collectivité. Et ces ressources, on peut les réinjecter, c'est le deuxième axe majeur dans la mise à disposition de services à la population. Donc sur l'activité à proprement parler, on a l'avantage d'avoir 6 parcs d'activité en bordure de 4 voies entre Guerre et Boal, hein, donc sur un axe routier important, d'un côté à 20 minutes de Vannes, de l'autre côté une demi-heure de Rennes, donc c'est quand même intéressant. Et donc on va engager des travaux de requalification, d'extension
de ces parcs. Je pense à Valcoric, je pense à Boal, je pense au Gros Chêne à Serran, et il y en a aussi en arrière-pays. Je pense à Montvalais à Carentoire, et les Boussards à la Gacilly. Donc tous ces projets sont destinés à... Donc on restitue d'une certaine façon aux entreprises l'argent qu'ils nous confient. Le soutien au commerce et à l'artisanat, par le dispositif Passe Commerce en lien, Paul, avec la région, où on peut distribuer 7 500 € à des activités qui se créent, avec 50% à la charge de la communauté et 50% à la charge de la région. Des aides aux agriculteurs aussi. On va faire bientôt, là, au courant du mois de février ou mars, une remise de chèques, entre guillemets, aux agriculteurs et aux commerçants pour montrer qu'on s'y intéresse et que c'est aussi important l'agriculture sur notre territoire. Erwan a fait allusion tout à l'heure au programme Petite Ville de demain. Le programme Petite Ville de demain, c'est pour les villes de moins de 20 000 habitants. Et donc, dans un premier temps, il y a des candidatures qui ont été proposées par la préfecture, c'était 2 communes. J'ai dit, par rapport, pour être logique avec ce que je disais tout à l'heure, c'était mieux d'en avoir 3, ex-chef de canton, Gare-la-Gacilly, Malais 3. Alors moi, j'y suis pour rien, Malais 3 a refusé de candidater. Ça veut dire que le bassin de vie est un petit peu écarté des possibilités financières qu'on pourrait avoir dans ce cadre-là, restructuration des centres-villes, redynamisation des centres-villes, mobilité, enfin, etc. Et donc, moi, j'ai rediscuté avec les services de l'État en disant ce serait dommage qu'on n'ait pas une 3e commune. Donc, on a pris Serran, une commune à l'ouest, une commune au sud et une commune plutôt à l'est. Et donc, les 3 s'est désengagé et moi, je ne peux pas, et on ne peut pas forcer une autre collectivité à adhérer à un dispositif qu'on propose. Et je le regrette parce que c'était une façon aussi d'abord d'associer toutes les communes autour et de fédérer encore plus notre territoire. Mais bon, moi, je n'ai pas à juger des décisions qui sont prises par Macron. Je regrette qu'elles se fassent au détriment des acteurs économiques et de la population. Alors, sur le reste, on a aussi des dispositifs en matière d'environnement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, en matière de logement, c'est vrai qu'on a un PLH. C'est vrai qu'il y a une problématique du logement, la preuve, les personnes qui parlaient tout à l'heure cherchent du logement, mais c'est vrai dans toutes les communes, dans la mienne c'est aussi le cas. Alors en plus, on va sans doute être freiné avec cette loi climat et résilience qui va réduire nos possibilités d'activité au risque. Parce qu'il faudra qu'on s'arrange avec les métropoles, que les métropoles se reconcentrent encore plus au détriment du développement local. Donc il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. En tout état de cause, on y travaille. Moi j'ai rencontré les 5 bailleurs sociaux du département et aussi ceux qui sont à la limite en Ille-et-Vilaine, je pense à Néotoa notamment, pour leur demander, parce que souvent ils ont tendance à vouloir s'installer à Guerre, à Gacilly, Malais 3 moins, dans les petites communes, et donc c'est de discuter avec eux sur la base d'un cahier des charges qu'on va faire, pour qu'ils aient des opérations multisites. Ça a déjà existé sur l'ex-communauté de communes du Val d'Oust, et donc il faut que nous reproduisions ce système pour ne pas dévitaliser les communes et faire des offres dans ces communes en question, et on s'y attache. Alors j'oublie pas, y compris ici, tu parlais du domaine de Carvalon tout à l'heure, l'économie touristique, on a quand même des sites d'exception, on est à la limite du site de Brocéliande, on a le festival photo en termes d'animation, on a la Madone des motards, on a une cité de caractère à Malais 3, on a les Madones des motards pour les moteurs à Port-Carreau. On est aussi inscrit avec 5 autres communautés de communes dans un dispositif qui s'appelle Destination Brocéliande. La région a découpé le territoire à Breton en 10 secteurs. On est sur un des secteurs, donc on a mutualisé pour valoriser notre territoire. Et aussi un dispositif qu'on appelle itinérance autour du canal de Nantes à Brest, qui était très fréquenté, et pour ramener aussi les personnes qui y sont sur les communes alentours. Voilà un peu sur ce point. Sur le deuxième point, les services à la population, tu as parlé, donc j'en ai retenu quelques-uns, pas l'ensemble, mais la mobilité. Alors sur la mobilité, c'était une priorité que nous avions. On a négocié, on a la compétence transport, on a négocié, discuté avec la région, Paul aussi nous y a aidé, et on a abouti à proposer une ligne Plélan Redon, qui dessert Guerre, Cournon, Lagacilly, Carentoire, qui est opérationnelle depuis le 3 janvier, et donc avec un cofinancement communauté de communes, je vais vous expliquer comment, parce que c'est important, et région. Tout ça, ça nous coûte quand même grosso modo 1,4 million d'euros par an, donc c'est pas neutre. Et sur les 1,4 million, je résume aussi, il y a une participation de la région à autour de la moitié en intégrant la participation pour les transports scolaires. Et le solde est financé par une contribution des entreprises de plus de 11 salariés, qui s'appelle le versement transport. Et notre participation à nous, à la communauté de communes, est autour de 150 000 euros. Et on va récupérer
à peu près 800 000 euros dans cette collecte de fonds. Et le différentiel, tu y as fait aussi allusion, va être pour la mise en place de services de proximité, c'est-à-dire il y aura 5 secteurs sur le territoire communautaire, avec 5 lignes de bus qui vont être opérationnelles à la fin février. Il y en aura une ici, j'ai regardé, j'ai ça quelque part dans mes poches là. Il y en a une pour Lisio aussi, pour Carreau, pardon. Puis là, peut-être. Et donc il va être opérationnel à la fin du mois. On commence par 2 jours par semaine pour se rendre par exemple à Malétroit, à aller-retour. Vous avez ici le schéma. Donc on va tester cela et essayer de financer là aussi par les contributions des entreprises sur le différentiel qui nous reste de disponible entre 800 000 et les 750 000 qu'on fait pour la ligne Plélan. Alors on n'oublie pas non plus l'ouest du territoire. Et donc, pardon ? Oui, mais ça on est en train de regarder avec PRML. J'y viens. Parce que je sais que c'est une de tes préoccupations et on écoute quand même ce que nous disent nos collègues élus. Et donc on est en train de prendre des rendez-vous avec PRML Communauté et avec Vannes Aglo Communauté, puisque de l'autre côté, à l'ouest, à L20, c'est Vannes Aglo Communauté, pour développer une ligne de nos territoires vers Pleurmel pour aller à Vannes. Et donc on a des rendez-vous là dès la première semaine de février, parce qu'on ne peut pas travailler uniquement nous seuls dans un dispositif de mobilité transport, comme pour la ligne Plélan-Redon, on a travaillé avec la communauté d'Aglo de Redon et avec la communauté de communes de Brocéliande. Donc c'est un chantier qu'on expérimente sur 3 ans, et je parle sous le contrôle de Paul, mais si cette ligne est bien fréquentée, elle deviendra, comme on dit, structurante, et on aura encore plus de participation financière de la région. Sur les services à la population, on a aussi un certain nombre de multi-accueils. C'est là que garderie, on a une ici à Malétroit, une à Rufiac, une à Guerre un peu plus loin, une qu'on va créer et ouvrir à Lagacy dans les mois qui viennent, partiellement d'abord. On a eu des problèmes de chantier parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Les déchets, c'est une compétence de la communauté, alors c'est un sujet sensible, on le sait. Donc nous on a pris la main parce qu'on avait des dispositifs différents entre les 3 ex-communautés de communes. On avait l'obligation d'harmoniser avant fin 2020, on a eu une prolongation jusque fin 2020. C'était fin 2020, oui. On a eu une prolongation jusque fin 2022. On a harmonisé, mais partiellement. Parce que sur le secteur, le mien, à Guerre, on a un dispositif qui est différent. On travaille avec un syndicat et on n'a pas pu se désengager de ce syndicat pour des raisons juridiques. J'ai rencontré le président du syndicat pas plus tard que vendredi. On a discuté et si on veut en sortir, il y a un billet de sortie à payer qui est de l'ordre de 118 000 euros par an pendant 16 ans jusqu'à la fin du contrat de prestation de service. Donc on est en train d'y réfléchir pour essayer de trouver des solutions. Et puis, en plus, les statuts ne permettent pas d'en sortir. Par contre, pour Malétroit et secteur de Malétroit et Lagacy, à l'horizon 2025, les modalités vont changer un petit peu. C'est plus comme aujourd'hui. Et là, on a obligation aussi d'essayer d'harmoniser les tarifs. Donc, on y va progressivement entre les 2 collectivités, sachant qu'il y a un écart plus important entre Malétroit et Lagacy. Donc, il faut corriger un tout petit peu progressivement. Et cette année, on a mis en place, on n'est pas obligé de collecter les déchets pour les professionnels. On a mis en place un système de déchets pour les professionnels. On a grosso modo sur le budget déchets un déficit de 600 000 euros par an. Et donc, sur les 600 000, on récupère 200 000 là pour les déchets. Le réajustement des prix nous donnera 500 000, donc on va arriver à l'équilibre assez vite. Mais le problème, alors les gens me disent, mais on ne comprend pas, il faut trier encore plus. Le tri, quand il est mal fait, extrêmement cher. La vente des matériaux par les organismes, à l'inverse, ça baisse. Par contre, la taxe sur les activités polluantes, elle augmente. Donc tout ça faisant qu'il y a un effet ciseau, on a beaucoup plus de dépenses que de recettes. Maison France Service, tu en as parlé. Je partage ton point de vue. L'État se désengage de plus en plus. Vous avez eu la fermeture des postes, la fermeture des trésoreries, Malétroit, là, au mois de janvier. Et on nous dit, prenez la main. Alors on nous aide pendant un temps, je pense à la Maison France Service, on en a une à Guerre, on en a une à Serran, et on va en ouvrir une à Lagacy. Et sur ces maisons, on a 30 000 euros de participation financière de l'État. Jusqu'à quand? Parce que l'État s'engage, et puis après, il nous refile le bébé pour parler comme ça, et on se retrouve avec les charges complètes pour financer ces services qui sont indispensables. Et au-delà, nous, on a mis des
permanence. Tu parlais tout à l'heure, il y aura aussi une permanence éventuellement ici, via les réseaux et le numérique, comme on le fait dans 10 endroits du territoire. La fibre optique, on est là-dessus aussi, on y consacre 3,5 millions d'euros sur 5 ans, 750 000 euros par an, avec des participations de la région, du département, de l'État, et en plus, les prix ont baissé, donc on va normalement récupérer ou baisser notre participation parce qu'il y a eu des marchés qui ont été passés dans le bon sens. L'école de musique, on avait une école de musique commune avec Pleuhermel, on a scindé les choses, il y aura une école de musique avec les mêmes enseignants qu'à Pleuhermel, mais ils seront en plein exercice chez nous, entre guillemets, et en plein exercice à Pleuhermel. Je l'ai expliqué hier à mes vœux municipaux. Pourquoi? Parce que avant, ils étaient à Pleuhermel et détachés chez nous, mais quand ils étaient en activité chez nous, ils étaient en activité complémentaire. Et s'ils étaient en arrêt maladie, on ne prenait en compte que l'activité principale et pas le complément. Donc ils étaient perdants. Donc on a fait ça aussi pour des raisons juridiques. Les piscines, je ne vous en parle pas, puisqu'on a eu quelques déboires. Moi, j'ai pris la présidence de la communauté de communes en janvier 2017. C'était le premier dossier où il y avait des problèmes de malfaçon, c'est comme ça. Et avec une entreprise qui a ensuite fait faillite. Donc on a eu un tas d'expertises. On a récupéré sur le désagrément autour d'1 million d'euros, quand même 500 000 euros. On est encore en justice pour récupérer le solde. Maintenant, elle fonctionne. Et maintenant, on demande aux communes qui ont des piscines de participer financièrement au fonctionnement de la piscine. On en a 4, 2 découvertes et 2 couvertes. Donc on est en discussion, notamment avec Serran et avec Malétroit, pour qu'on arrive à une équité de traitement des piscines, sachant qu'on a mutualisé cela aussi et on a agrégé tout le déficit. En ce qui me concerne, moi, la piscine, on a une piscine qui était une piscine Caneton à guerre, donc elle date des années 70-75. On participe et à l'investissement et au fonctionnement. Elle était communale, elle est passée communautaire à hauteur de 70 000 euros, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas à juste proportion pour les autres. On n'oublie pas non plus les personnes en difficulté. Moi, je tiens aussi beaucoup à ce qu'on restitue aux personnes en difficulté des actions. Donc, c'est le territoire zéro chômeur, ainsi qu'un dispositif d'aide aux chômeurs. On a candidaté au niveau national. On n'a pas été retenu. Notre dossier a été ajourné. Je pense qu'il va être retenu en cours d'année. L'idée, c'est qu'on mette en activité des chômeurs, qui continuent à bénéficier de leur chômage. Donc, c'est une dépense active et non pas passive à la maison, et avec des compléments et des aides de l'État. Je ne rentre pas dans le détail, donc je pense qu'on y arrivera. On va mettre en place aussi en lien avec l'État un dispositif itinérant avec un véhicule qui circulera sur tout le territoire sur les violences conjugales, puisque c'est une problématique qui émerge. Et dernier point, on a 3 logements d'urgence, un à Lagacy, un à Guerre et un à Malétroit, et la communauté de communes a pris cette compétence. Voilà un peu sur les actions. Dans un contexte, tu l'as dit, très particulier, inflation, problème d'énergie, problème de pouvoir d'achat aussi pour les personnes, donc c'est assez compliqué, un contexte international aussi compliqué avec des répercussions énormes, notamment en matière d'énergie. Je pense, moi personnellement, qu'il y en a des intermédiaires qui se rassent au passage, parce que c'est pas possible que ça augmente autant. Et puis, donc un climat d'incertitude global, compliqué. Je partage aussi le point de vue qui a été dit, où on assiste un peu à une recentralisation d'une certaine façon, notamment en matière de finances locales, un démantèlement de la fiscalité locale. On n'a plus la taxe professionnelle. Moi je trouvais que c'était intéressant, la taxe professionnelle. Ça nous mettait en concurrence avec d'autres territoires, puis il fallait qu'on se vende. La taxe d'habitation, donc qu'on ne la paye plus c'est bien, mais elle est compensée pour nous jusqu'à quand. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc on n'a plus la main, et donc on va être dépendant de l'État. Alors j'espère qu'ils vont adapter une autre forme de fiscalité où le local percevra des émoluments locaux. Nos investissements, on est prudent, parce qu'il faut qu'on ait une gestion rigoureuse de nos deniers et des deniers qui nous sont conçus, mais il ne faut pas arrêter non plus, parce que 70% de l'investissement public relève des collectivités locales, donc participe au développement du territoire sur le plan économique et sur le plan de l'emploi. L'objectif, c'est que nous n'appuyons pas trop sur la fiscalité des entreprises et sur la fiscalité au travers de la contribution foncière sur le bâti des contribuables. Mais c'est la seule marge de manœuvre qu'on a, le foncier bâti. Et c'est pas juste, parce que ça concerne que les propriétaires. Donc ce qui se passera, comme pour les déchets, répercuteront sur les loyers. Donc c'est
un cercle sans fin et qui n'est pas à l'avantage des habitants. Je pense, et j'ai oublié aussi, on a mis en place la solidarité avec les communes. On initie un fonds de solidarité. On a dégagé pour l'instant un peu plus de 200 000 euros, donc, dont bénéficie Carreau, dont bénéficient 9 communes. Et maintenant, il faudra peut-être qu'on le réajuste à la hausse pour être encore plus performant. Donc, avant de vous présenter mes vœux pour conclure, je regarde ce que m'a dit tout à l'heure, je l'ai quand même noté dans un coin. Il a parlé du départ de la communauté de communes, de Carreau vers la communauté de communes de Pernelle. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus, selon les textes, a priori. Il faut que la communauté d'accueil soit d'accord, il faut que la communauté de communes, le conseil municipal aussi délibère. Effectivement, moi j'en ai parlé, il le sait, avec mon collègue Patrick Lodifond de Plermel. On considère que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Maintenant, c'est parce qu'on n'abonne pas, moi c'est mon sentiment, mais il le sait, on n'abonne pas le navire en cours de route. Il faudra le voir au moment des prochaines échéances peut-être, ça vous appartient. Moi, j'ai pas à déterminer, je le regretterai parce qu'il y a une heure d'influence quand même ici autour de Malfroid. Je regardais quelques chiffres, y compris sur les collèges. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont au collège de Malfroid. Sur les ALSH, j'ai regardé avant de venir, il y a près de 40 enfants indicites qui vont aux ALSH de Malfroid, etc. Donc, mais ça, à la limite, sauf l'impact que ça peut avoir sur le plan économique et fiscal, le reste, c'est à la commune de Carreau de se prononcer. Sur la polycentralité, j'y reviens pas. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors sur la représentation des collectivités dans les conseils communautaires, c'est la loi qui le détermine. Nous, alors je disais tout à l'heure que sur la mobilité, c'est tombé comme ça, comme un coup de poing, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Il y a aussi des commissions au sein de la communauté où les gens se réunissent. Et ces commissions, elles ne sont pas limitées qu'aux conseillers communautaires, mais elles sont ouvertes aux conseillers municipaux. Donc je pense qu'enfin moi, ma philosophie, il faut être humble en matière de... quand on est élu, parce que d'abord on ne sait pas tout. Et moi je suis un partisan vraiment du dialogue et de la concertation. Ça a été un peu compliqué, mais il faut que nous continuions dans ce sens. Et si on ouvre les commissions, c'est justement pour qu'on ait un spectre plus large et que les communes soient bien représentées. La mobilité, j'y reviens pas. PVD, je l'ai dit. Les déchets, j'en ai parlé. France Service, j'en ai parlé. L'habitat, j'en ai parlé aussi un petit peu. Il faut que nous y travaillions, vraiment. Et je ne sais pas comment sera le contexte, Paul, sur le plan législatif. Je sais qu'il y en a qui manifestent. Il y a un groupe de sénateurs là, qui réagit beaucoup en ce moment sur le ZAN, parce qu'on va nous étouffer, y compris sur le plan économique. On aura aussi des problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire simplement que moi je garde le cap. Je ne suis qu'un chef d'orchestre au niveau de la communauté de communes. Je suis entouré d'une équipe bienveillante, de qualité, d'élus qui s'investissent. On est à la tâche, on est à pied d'œuvre. Et donc, moi, je vous souhaite au maire, d'abord au conseil municipal, à vous tous ici, une très 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 bonne année. Une très bonne santé pour vous, pour la commune aussi, parce qu'il faut qu'elle continue à se développer. Et puis le meilleur possible pour vous en 2023. Je vous remercie de votre attention. Donc, chers tous en vos grades et qualités, alors c'est vrai que la commune de Carreau est une commune très étendue finalement, hein, puisqu'elle touche maintenant Plermel, vu que mon terrain est rentré dans la commune de Plermel, et elle touche quasiment Malétroit de l'autre côté, pas tout à fait, mais enfin quand vous léchez Missériac là, et que vous arrivez jusqu'à Loust, c'est quand même... oui, Saint-Marcel de l'autre côté, effectivement. Donc c'est vraiment une commune très étendue. Non, et puis quand je regarde Hermande, je rigole toujours quand il y en a qui parlent des petits maires. Donc ça m'amuse effectivement un peu. Et donc voilà, alors je suis très content de vous retrouver. Et puis bon, c'est ses premiers vœux hein, quand même, parce que on est quasiment en mi-mandat et avec les histoires du Covid, en fait, il n'y a pas de vœux. Donc bon, ça va, il se démerde pas trop mal quand même, hein, ça va. Donc il est avec son PowerPoint et tout. Donc il pourrait être enseignant finalement. Hein. Donc voilà, alors juste pour... alors j'ai bien entendu, hein, et je partage totalement votre opinion finalement sur une recentralisation. On l'a vu, parce que le pouvoir central finalement fonctionne de cette façon, il fait la loi, alors souvent la loi est quand même proposée par le gouvernement hein, à 95%, donc nous les députés on la discute.
et on la vote. Et cette loi-là, il y a des décrets d'application ensuite qui sont écrits dans les ministères. Et donc, toute la législation, quasiment, elle est faite à Paris, avec des gens qui souvent sont parisiens. Donc, la vision n'est pas toujours celle des députés. Alors, quelquefois, on a un travers, parce que quelquefois, on complexifie la loi pour dire, ouais, parce qu'on sait ce qu'ils vont écrire après, et donc on ne veut pas qu'ils écrivent ça, donc on met ça dans la loi. Ce qui n'est pas forcément très vertueux non plus, parce que ça fait des lois complexes, bavardes, et difficiles à appliquer après, ensuite, avec des sources de contentieux où on va au tribunal et où finalement le juge dit oui mais tout ça n'est pas très clair et c'est finalement le juge qui fait la loi. Donc c'est assez embêtant, mais c'est le fonctionnement qu'on a un peu aujourd'hui. Alors comment changer ce fonctionnement-là? Bon, moi ça me paraît assez clair, c'est donner le pouvoir d'adaptation de la loi aux élus locaux dans leurs compétences. Alors c'est vrai que en France c'est un peu révolutionnaire. Mais dans les autres pays d'Europe, ça fonctionne comme ça. Tous ceux qui nous entourent, ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Le dernier pays qui s'y est mis, finalement, c'est le Royaume-Uni en 1999, quand il a donné l'autonomie à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord. Donc, c'est cette question-là, cette question d'autonomie qui est au cœur, finalement, de l'action publique, parce que c'est pas l'autonomie pour avoir l'autonomie. Alors déjà, si certains confondent autonomie et indépendance, je vous dis tout de suite, c'est pas la même chose. L'autonomie, c'est un partage du pouvoir entre le pouvoir central et les élus locaux, et les différentes strates. Parce que quand vous élisez des élus, vous les élisez avec les compétences qui sont les leurs, et en fait, les compétences sont limitées à la fois par la réglementation et à la fois par l'argent, puisque, comme tu l'as très bien dit, finalement, qu'est-ce qui reste? Essentiellement la taxe foncière et la CFE. Il reste simplement un impôt sur lequel les élus peuvent véritablement voter. Et le reste, c'est des dotations qui viennent de l'État. Et l'État, elle a toujours cette tendance, c'est-à-dire qu'on vous donne des dotations, certes, mais elles ne sont pas indexées sur l'inflation. Donc, avec une inflation de 6%, et une indexation de 0 pour vous, vous perdez 6%. Donc vous pensez bien, au bout d'un certain nombre d'années, forcément ça ne fonctionnera plus. C'est évident. Donc qu'est-ce qu'on mettra en place à ce moment-là? Parce qu'il faudra bien se poser la question. Il faudra sans doute être assez moteur. Alors je sais qu'au niveau de la région, on a déjà fait des propositions, on en fait régulièrement, on est en train encore d'en faire. On a une écoute assez attentive de la part du Sénat. Mais bon, c'est quand même toute une institution qu'il va falloir bouger à un moment donné. Mais je crois que si on veut que l'action publique soit efficace, il faut qu'elle soit faite par les élus locaux. Parce que ce sont eux qui sont les plus proches du terrain. Et ça, moi, j'en suis totalement persuadé. Si on prend les questions de logement, donc je suis très content que vous faisiez du logement, parce qu'effectivement, il y a 2 personnes qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de logement. C'est pas nouveau, j'en ai régulièrement en permanence, et ces questions de logement, on a une limitation qui est effectivement, on ne doit plus consommer de terres agricoles. Bon, ça on peut le comprendre, parce qu'on en a besoin pour manger. Donc à un moment donné, on ne se posait pas la question, on prenait de la terre agricole et puis terminait, et puis on construisait, etc. Donc il faut se poser cette question-là. Maintenant, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Parce qu'on a besoin d'adaptation sur le zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'artificialise plus une seule terre agricole. L'idée, c'est d'arriver à ça. Donc, on reconstruit là où on a déjà construit. C'est ce qu'il y a de plus vertueux. Simplement, on va avoir besoin, de temps, et on va avoir besoin d'intelligence. De temps, parce qu'on est une région qui est très attractive. On ne va pas s'en plaindre non plus. Donc on a 20 000 habitants qui viennent par an, et donc forcément on se retrouve comme ça avec quelques centaines de milliers d'habitants au bout de 10 ans qui arrivent chez nous. Et on est dans le triangle qui est, j'allais dire, l'un des plus dynamiques en Bretagne et dans l'Ouest. Donc il va nous falloir du logement. On a quelques maisons effectivement qui nous restent, en particulier dans notre zone. Il n'y en a pas beaucoup en Bretagne de logements vacants, il y en a assez peu. Dans notre zone on en a quelques-uns.
Donc vous êtes en train de le faire, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça ne suffira pas. Et je suis particulièrement agacé quand je vois des terres où il y a 1000, 2000, 3000 mètres carrés, et on doit dire, ben non, oui, bon, bah d'accord, on sait très bien qu'il n'y a aucun agriculteur qui viendra travailler ça, mais on dit, ah non, vous ne pouvez pas l'urbaniser quand même. Ça m'agace. Alors, je crois qu'on a à faire remonter ça, en particulier à la préfecture, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'adaptation, c'est le préfet qui l'a, c'est pas les élus. Ça me semble pas normal, mais c'est comme ça. Donc, la question du logement, alors j'avais fait campagne sur le logement, et j'ai insisté à Paris, alors dès le mois de juillet, où là j'ai pas été vraiment soutenu, j'ai été beaucoup plus soutenu en fait dans le projet de loi de finances de fin d'année, parce qu'un certain nombre de collègues s'étaient aperçus que finalement ce que je proposais n'était pas totalement idiot. Et pour faire simple, parce que c'est assez technique, on revoit tout ce qui est zone tendue. Les zones tendues, chez nous, c'est toute la côte. Les îles, la côte et les grandes agglomérations. Alors, avant 2021, il y avait une zone tendue en Bretagne. C'était Nantes. Le reste n'était pas tendu. Alors que vous savez tous les difficultés qu'on a sur la côte, à Sarzeau et ailleurs. Bon. Donc là, ils sont en train de revoir la carte et on devra avoir quelque chose sur les zones tendues, ce qui donnera aux maires des zones tendues des armes pour pouvoir en fait limiter par exemple le logement de courte durée. Et éventuellement de taxer les résidences secondaires pour pouvoir engranger des sous, pour tout simplement avoir après des terrains pour les primo-accédants. Ce genre de choses. Ça devrait détendre un peu la pression qu'on a aujourd'hui sur nos territoires. Mais c'est très bien de faire un lotissement. Parce que, évidemment, le nombre de maisons construites, c'est des jeunes couples, et c'est ça qui, en général, alimente après l'école. Donc tout se tient, et les services. La deuxième chose sur laquelle j'avais fait campagne, c'était la désertification médicale. Alors c'est vrai que ça nous tient, nous, dès 2012, j'avais déjà eu des échos là-dessus, et j'avais fait remonter ça, évidemment, au gouvernement. Alors, ils ont l'art de noyer le poisson. Ils disaient « Oh mais non, monsieur Molac, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il y a assez de personnes en formation, et patati et patata, enfin bref. » Et puis bon, j'avais bien vu que c'était pas vrai, donc j'avais fini par leur dire « Bon écoutez, vous me cassez un peu les pieds, si vous voulez régler le problème des déserts médicaux, peut-être que vous voulez pas, mais enfin il y a deux solutions, c'est la sectorisation des médecins ou faire sauter le numerus clausus. » Le numerus clausus, vous savez, c'est ce qui limite le nombre d'étudiants en médecine. Et donc, quand j'ai dit ça pour la première fois, je me souviens, c'était Marisol Touraine. Elle m'a regardé, dit, mais qui c'est celui-là? Ah ben c'est Molac. Voilà, il dit les choses clairement. Donc, là, tous les groupes de l'Assemblée se sont réunis pour faire une loi justement sur les déserts médicaux, 15 articles. Et donc on a des députés de tous les groupes, ce qui est assez... c'est pas comme ça que ça fonctionnait à l'Assemblée nationale d'habitude. Dans les groupes parlementaires, on fait sa loi, les gens du groupe la signent, et puis après on la propose comme ça, quand on a le temps de pouvoir la discuter, parce que notre problème c'est pas de faire une loi, ça c'est relativement facile, c'est d'avoir le créneau pour pouvoir la discuter. Et une loi de 15 articles, avec le problème de la sectorisation des médecins, à mon avis, il y en a au moins pour une journée. C'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'on propose dedans, effectivement, la sectorisation des médecins. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous voulez installer une pharmacie ou quand vous voulez vous installer comme infirmière, vous ne pouvez vous installer que s'il y a le nombre de personnes suffisant, le nombre d'habitants. Les médecins, eux, ils peuvent se mettre où ils veulent. Donc, on dit, aujourd'hui, on n'a pas énormément de médecins, donc on va les répartir du mieux possible sur le territoire. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais si vous voulez n'importe quel spécialiste à Biarritz ou à Nice, vous inquiétez pas, vous pouvez l'avoir pour la semaine prochaine. Et il vous mettra en plus un rendez-vous de contrôle 3 mois après. Un Plermel, c'est 6 mois, et encore s'ils vous prennent. Parce qu'ils vont vous dire, ah ben non, il n'y a plus de place. Donc, si vous voulez, on va travailler là-dessus. Bon, il y a aussi, dans la loi, il y a 15 articles, je ne vais pas vous les dépeindre, mais il y en a un autre, évidemment, sur le calibrage. Parce que
il y a quand même eu, de la part du ministère et de la part de l'Ordre des médecins, quand même une grande lacune à ce niveau-là. Ils auraient dû mettre beaucoup plus de gens en formation. Ils n'ont pas du tout anticipé le fait que les médecins ne veuillent plus travailler 70 à 80 heures par semaine. Ça pouvait peut-être se comprendre, non? Enfin, franchement, quand on voit l'évolution, les gens passent aux 35 heures, il faudrait que les médecins continuent à travailler 70 ou 80 heures. C'était pas pensable. Enfin, il y a eu un manque d'anticipation assez net. Dernier point sur lesquels qui s'était invité dans la campagne, c'était le problème des retraites. Alors, je vois un certain nombre de personnes qui doivent être à la retraite, en tout cas je leur souhaite. Alors, première chose, ne vous inquiétez pas, les retraites seront payées. Non, parce qu'on entend des trucs comme quoi ce sera en déficit, que le système va s'écrouler et tout ça. Non, non, ça c'est des bêtises. Hein. On n'en est absolument pas à ce niveau-là. Le comité d'orientation des retraites, vous savez, c'est le comité qui fait des propositions, etc. C'est un comité où il y a tous les syndicats, depuis la CGT jusqu'au MEDEF, plus l'administration. Et il ne publie des choses que si tout le monde est d'accord. Donc on l'a vu dernièrement, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a effectivement un petit déficit, mais bon, ça peut se régler. Après, il y a différents choix possibles. Alors nous, on a dit clairement que de toute façon, on était pour garder l'âge de départ à la retraite là où il est, c'est-à-dire à 62 ans. Qu'après, on peut peut-être éventuellement discuter sur le nombre d'années de cotisation pour l'équilibre. Mais il y a autre chose sur laquelle il faut discuter, parce que on vous dit qu'on va avoir 1200 € brut, etc. Bon, ça c'est la carotte. Hein, et, vous savez, ça coûte quoi? Parce que bon, je me suis dit, mettre tout le monde 1200 € brut, ça coûte quoi dans pour financer? C'est un trimestre de cotisation supplémentaire. Par 4. 1. Donc, et après, il faudra effectivement voir les carrières longues. Il faudra effectivement voir la pénibilité du travail, en particulier chez nous, parce qu'on a des gens qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui travaillent dans l'industrie, et évidemment, ce sont des métiers qui sont impactants. C'est-à-dire que quelquefois, on est très content de les emmener jusqu'à 50 ans. 55, 60, tant mieux, et puis après, avec longue maladie, tout ça, ils arrivent à 62, partent à la retraite, c'est bon. Mais vous voyez bien que si on met 3 ans, 2 ans de plus maintenant, ça ne va pas simplifier les choses pour certains. Et puis il y a le problème des carrières hachées. Parce que quand on vous dit 1200 €, c'est pour une carrière complète. Et les carrières hachées, qui a des carrières hachées? Mesdames, en général c'est vous. Donc effectivement il faut regarder ça et vous le faites parce qu'il y a des enfants. Donc des enfants qui eux cotisent aujourd'hui pour la retraite. Donc il faut effectivement qu'il y ait un juste retour des choses. Donc on sera très très attentif à ça. Et puis pour terminer, l'année 2022 a pour moi été marquante sur 2 points. Le premier, c'est évidemment le réchauffement climatique. Je ne sais pas si certains en doutaient, mais je crois qu'avec les 40 degrés qu'on a pu avoir en plein mois de juillet, août, et puis dès le mois de juin déjà, on a eu vraiment des températures exceptionnelles et des températures exceptionnelles qui durent. Parce que j'ai quand même connu un climat où on pouvait avoir 3 semaines de gel, au moins la nuit, hein, ça arrivait. Maintenant, quand on a une journée, 2, alors j'espère qu'on va avoir un peu plus de froid là, parce que ça chasse la vermine, comme on dit chez nous, mais c'est pas certain. Donc, alors c'est peut-être bien effectivement pour nos questions de chauffage, mais c'est pas forcément bien pour nos questions climatiques. Donc là, on voit bien, et les élus en ont parlé, on travaille sur un certain nombre de choses. La décarbonation, évidemment, ne plus utiliser de pétrole et de gaz, ou en tout cas moins, et beaucoup moins à un moment donné. La rénovation des logements, et en particulier avec l'isolation, c'est super important. La consommation de la maison, c'est plus de 40% de la consommation d'énergie globale. Donc c'est énorme. Donc effectivement, l'isolation, c'est important. On a parlé aussi de la mobilité. Bon, j'y reviens pas parce que c'est déjà assez long.
Et donc on a effectivement des efforts et on a à repenser notre système économique qui aujourd'hui est complètement accro aux hydrocarbures. Donc ça, c'est important, c'est en marche, mais il faut accélérer. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut peut-être arrêter avec une mondialisation un peu béate qui consiste à aller chercher nos produits à droite, à gauche, sans se soucier éventuellement des problèmes de type politique qu'on pourrait avoir. On a trouvé très pratique d'acheter du gaz en Sibérie, qui était pas cher, c'est vrai, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça a une limite. C'est-à-dire que ça nous met sous la dépendance de dictateurs qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est dominer. Donc, ça a provoqué évidemment la guerre en Ukraine, et ça a provoqué les difficultés qu'on a pu avoir. Alors, je remonte régulièrement les informations au ministère, parce que, bon, je dis ouf, parce que quand ils font quelque chose, je ne sais pas comment ils font, mais ils oublient toujours des gens, il y a des trous dans la raquette. Donc, il faut leur envoyer des lettres systématiquement pour leur dire « Ah, vous avez oublié tel professionnel ». Alors, on l'a fait pour les boulangers. Après, c'était ceux qui consommaient plus de 36, je sais plus quoi, et moins de 2 millions, parce que évidemment, à chaque fois, ils mettent des cadres, et en fait, il y a des gens qui rentrent pas dans les cadres, donc il faut leur remonter. Et puis là, ils ont encore oublié les gens qui ont pris une affaire depuis moins d'1 an, et donc qui n'ont pas d'ancienneté, et donc eux n'ont pas le droit à l'aide du gouvernement. Bon, il y a un moment donné où ils sont un peu fatigants. Bon, vous me direz, c'est mon boulot de leur dire... de revenir vers eux et de leur dire bon, faites un peu attention à ce que vous faites, mais c'est vrai qu'avec le Covid, j'avais déjà été obligé de le faire, et là je suis encore obligé. J'ai l'impression que, je sais pas, leur logiciel, ils ont du mal à imprimer quand même. Hein. Enfin bon, c'est peut-être spécial parisien, je sais pas, possible. Donc voilà. Et ça, je pense que la mondialisation, moi j'avais refusé de voter le traité transatlantique avec le Canada, parce que je savais que ça mettait nos agriculteurs en difficulté. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse au niveau européen à avoir le plus d'autonomie possible dans un certain nombre de nos approvisionnements. Par exemple, les composants électroniques. Parce qu'à un moment donné, eh bien, les chaînes étaient arrêtées chez nous parce qu'on n'avait plus de composants électroniques, parce qu'ils viennent de Chine. Les médicaments, ça peut aussi être un problème. Donc, et vous comprendrez bien que je soutiens évidemment l'agriculture locale, parce que le jour où on n'aura plus rien à manger, là, on sera vraiment arrivé au bout du bout. Donc, c'est important de garder aussi notre agriculture. Voilà. Donc, vous voyez à peu près les thèmes sur lesquels on travaille. Il y a des thèmes qui concernent évidemment dans le logement, les déserts médicaux ou la retraite qui vous concernent directement. Voilà. Donc, moi, j'ai bon espoir quand je vois le dynamisme de la commune et que je vois, parce que bon, je dois être rendu à 14 ou 15 vœux, donc, et ils bossent tous à peu près de la même façon. Hein. Donc, eh bien, je pense que collectivement, on arrivera effectivement à essayer de trouver le meilleur pour qu'on puisse avancer. Donc, bonne année 2023, et puis je crois qu'on va passer aux réjouissances maintenant. Merci Jean-Luc, merci Paul pour ces petits mots. Pour conclure, puisque pour faire écho, il semblerait que certains manquent de bon sens, et pour reprendre des petits mots des fois de notre président de la République qui aime bien les colibris. Un certain Premier ministre, qui s'appelait Winston Churchill, a dit « Si l'on pouvait répandre le bon sens aussi vite et aussi bien que les sornettes, quelle grande réforme politique ce serait ?» Voilà. Donc pour conclure, il me reste à souhaiter à chacun d'entre vous, du fond du cœur, une année 2023 sans les mots guerre, crise, soucis, maladie, pandémie, chagrin, pour que chacun puisse espérer avoir sa part de bonheur dans ce monde devenu tellement compliqué. Après tout, l'addition de tous les chiffres pour 2023 font 7, et en numérologie, ce numéro ouvrirait des horizons illimités. Donc, les aides de la numérologie, faites-vous plaisir. À toutes et tous encore, mes meilleurs vœux et une bonne année à Caro.